Donc du coup, effectivement, je m'appelle François Guillaume, je suis actuellement architecte et responsable des développements numériques chez Ouest France, où je fais aussi du conseil. Et en parallèle de ça, parce que je sais qu'ici, à Paris Web, il y a aussi pas mal d'indépendants hackers, ceux qui créent des SaaS pour faire du passive revenue, et d'autres SaaS que je maintiens aussi à titre personnel. Avant de commencer, j'aime bien commencer par cette citation-là de Christopher Strachey, une vieille citation qui date de 50 ans, mais en fait je vais en faire une un peu plus moderne, de quelqu'un qu'on connaît bien, Elon Musk. Vous avez peut-être déjà entendu Elon Musk parler de ce qu'il appelle les first principles. En fait, ce qu'il exprime avec ça, c'est à chaque fois qu'il a besoin de faire des choix ou de concevoir des choses, il va toujours essayer de remonter aux principes principaux, à la cause des causes, quels sont les grands principes fondamentaux que je dois respecter. Et du coup, dans cette présentation, ce qu'on va voir, en fait, c'est des principes qui étaient valides il y a 20 ans en informatique, qui sont valides maintenant, et l'objectif, c'est qu'ils soient valides dans 20 ans. Parce que, en tant que développeur, on n'aime pas trop réapprendre les choses. Et du coup, en parlant d'historique, API, ça veut dire Application Programming Interface, vous le savez tous, et dès les années 60, on avait des API. Mais les API, c'était uniquement le contraint d'interface d'une bibliothèque que j'allais mettre dans mon projet C ou Fortran à l'époque. Puis vient dans les années 80-90 une autre forme d'API, parce qu'on commence à faire de la communication réseau. Donc on a besoin d'envoyer des messages, d'exécuter des tâches sur des machines distantes. Et donc là, du coup, on va échanger des messages, et on a besoin de savoir qu'est-ce que va me fournir comme capacité la machine distante. Donc on a aussi un autre format d'API. Dans les années 2000, on a Rolf Fielding dans sa thèse chapitre 5 qui nous explique le reste, le Representational State Transfer. Donc on notera la partie Representational. 19 ans plus tard, on voit qu'on continue à faire que des API JSON. Et tout l'intérêt du Representational, c'était que le client pouvait choisir le format de données qu'il souhaitait, du XML, du JSON, du CSV, alors que maintenant on fait que du JSON. Bon. Et en 2010, on a un changement de mentalité qui s'opère au niveau des API, où les entreprises vont commencer à ouvrir leurs API, à faire des API publiques pour notamment les monétiser. Et donc on a l'émergence des plateformes. Et avec d'autres protocoles IRPC, hipster, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, est-ce que notre API passe le contrôle technique? Qu'est-ce qu'un contrôle technique? Un contrôle technique, c'est 131 points de contrôle, 410 points de défaillance. Si je vous demandais maintenant de mémoriser 131 points de contrôle, ça demande un petit effort. L'humain est capable de mémoriser énormément de chiffres après la virgule sur le nombre pi, notamment, mais ça demande de l'effort. On pourrait tous le faire, mais ça nous demande un peu d'effort. Et la bonne nouvelle, c'est que l'humanité a trouvé la solution pour mémoriser ce genre de choses, c'est de passer par des checklists. Et quand on regarde la définition de ce qu'est une checklist, ça permet de compenser notre manque d'attention et la limitation de notre mémoire. Donc une checklist, en fait, c'est un peu comme un cerveau externe. Donc cette présentation, ici, le titre, c'était les 60 points de contrôle. Alors là, en fait, il y en a maintenant plus de 70. Et puis plus j'avance dans le temps, plus on en rajoute, forcément. Donc si on regarde un peu ces différents points de contrôle, ça fait beaucoup. On n'a qu'une quarantaine de minutes, donc on ne va pas tous les voir. Mais vous inquiétez pas, à la fin, vous pourrez récupérer la checklist, vous aurez un lien là-dessus. 70 points de contrôle quand on développe une API, là tout de suite on se dit ça fait beaucoup de travail, et est-ce qu'il faut vraiment le faire dès le début? Est-ce qu'il faut vraiment respecter cette checklist-là dès le début quand je développe une API, ou est-ce qu'on n'y va pas étape par étape? Là, ce que j'aimerais pousser, c'est de dire on va quand même essayer d'aller au maximum, respecter au maximum cette checklist-là, parce qu'on a des effets très intéressants. Ici, qui a déjà développé une API? Super, j'aurais dû poser la question à l'inverse. Personne ici n'est né développeur d'API. En France, on dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Personne n'est né développeur d'API, ce que nous disent les Finlandais. Et donc, à force de développer des API, on est devenu un peu maître dans le développement d'API. Donc ça, c'est ce que disent les Allemands. Donc c'est l'exercice, l'habitude qui fait le maître. Plus on développe d'API, plus on est capable de mettre des choses en place dans cette API-là. Et c'est le dernier point qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la version japonaise de ce proverbe. Alors pour ceux qui sont au fond, je vais vous la lire. C'est « Il est impossible de réciter un sutra sans l'apprendre auparavant ». En d'autres termes, si on ne connaît pas tous les concepts qu'on doit intégrer dans une API, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et donc il faut à un moment donné se poser, se dire qu'est-ce que je dois mettre au sein de mon API sur différentes dimensions, qui ne sont pas que des dimensions techniques, pour ensuite se positionner vis-à-vis de ça. Et se dire ok, ma marge de progression elle est là.
Et pour ceux qui seraient encore un peu rebutés à penser que on n'est pas capable de faire beaucoup de choses, et de se dire tous ces points de contrôle là, en fait, c'est très bien qu'on est dans une grande entreprise, mais moi, je n'y arriverai jamais. En fait, ce qu'on voit, c'est que toutes ces personnes-là, leur point commun, c'est qu'elles ont répété le geste, et à force de répéter le geste, elles ont un niveau de technicité extrême. Alors, on pourrait rester très longtemps sur cette slide. Les vidéos, c'est vraiment passionnant. Donc on va développer une API, et la première chose qu'on fait quand on développe une API, déjà, c'est qu'on est un peu dans une boîte blanche. La seule limite, c'est un peu notre imagination, un peu dans la boîte blanche de Matrix. Et donc, quel est notre but, en fait? Il y a forcément un but, une raison pour laquelle on va développer cette API-là. Alors, on vit dans une société qui est très orientée sur l'aspect business. Donc la réponse va sans doute être, c'est parce qu'il y a des objectifs business. Et donc, la conclusion, c'est qu'on va devoir définir ces objectifs-là. Alors pour rappel, un objectif, donc qui a déjà entendu parler de SLO, Service Level Objectives? Ok, 2 personnes, 3. Service Level Objectives, ça va être les objectifs de mon API, que mon API doit remplir. Donc un objectif, pour rappel, c'est quelque chose qui doit être mesurable sur une période de temps donnée et qui doit spécifier d'où est-ce que je vais observer cet objectif-là et qu'est-ce que je vais mesurer. Et avec ces objectifs, je vais pouvoir construire mes dashboards et notamment mes alertes aussi. Donc un de mes SaaS, qui s'appelle ImageCharts, en fait, l'objectif, c'est que ça permet de générer des graphiques. On envoie une URL, on appelle une URL et ça nous retourne une image qui représente un graphique. Eh bien, un des objectifs d'ImageCharts, c'est de dire que 95% de la latence des requêtes qui sont faites à travers le monde sur cette API-là doivent répondre en moins de 400 millisecondes. Ça, c'est un objectif. Et en fait, les objectifs, on va les construire sur ce qu'on appelle des SLI, des Service Level Indicators. Donc ça, en fait, c'est finalement les métriques. Donc tout le monde connaît les métriques. Ça va être le ratio d'erreur, la latence, le nombre de requêtes par seconde, etc. Donc on a des objectifs qui se basent sur des indicateurs. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle les SLA, donc des Service Level Agreements, qui ici utilisent le Slack ou équivalent. OK. Qui ici utilise le Slack en version payante. Il y en a moins. Slack, par exemple, quand on paye Slack, ils ont un SLA qui est de dire on va avoir un certain niveau de disponibilité de notre service sur le mois, et si on ne le respecte pas, vous allez avoir des crédits sur le mois suivant. Du coup, ça, c'est un contrat que Slack passe avec nous vis-à-vis d'un SLO et d'une SLA. Mais ça, c'est un contrat explicite, mais où on n'est pas obligé d'avoir des contrats explicites. Par exemple, Google, leur moteur de recherche, ils n'ont pas de SLA explicite avec nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrat avec nous. Si le moteur de recherche tombe, on ne gagne pas d'argent. Par contre, c'est leur modèle, c'est leur business model, et donc eux, en fait, ils ont un SLA implicite. Ils veulent absolument que leur moteur de recherche soit le plus disponible possible. Donc une fois qu'on a défini pour notre API les SLO, SLI, SLA, on passe à un autre point notre API va gérer de la donnée. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est identifier quels sont les risques vis-à-vis de cette donnée-là, de manière générale. Donc les risques, il y a trois niveaux de risques. On doit évaluer qu'est-ce qui va se passer en cas d'accès illégitime à ma donnée, quelle est la vraisemblance que ça arrive. Bon, si vous traitez des données qui sont des gifs de chats, par exemple, c'est pas très grave. Mais si vous traitez des données qui sont essentielles à votre business, notamment des clients, là, du coup, ça peut être plus problématique, des accès illégitimes à ces données-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi en cas d'accès de données changées? Un utilisateur, par exemple, qui change les données d'un autre alors qu'il n'aurait pas pu le faire. C'est quoi le risque que ça a et quelle est la vraisemblance que ça arrive? Et puis aussi, des problématiques liées à au fait que les données puissent disparaître. C'était le timing parfait. Je sais pas. Non, pourtant, moi, je... J'aurais dû enlever cette slide. Pourtant, je l'ai bien. Hop. Ah. Donc, c'est peut-être... Ah ben... Ouais, on va laisser faire la technique. C'est une image blanche, pour l'instant, c'est ça?
Oui, c'est une image blanche. Après, on peut les faire sans les slides, hein, mais c'est moins intéressant. Les slides sont disponibles sur Internet. Si vous faites le nom de la présentation qui est votre API Pastel, le contrôle technique, vous avez le premier lien sur Google, vous aurez les slides. On est à la slide 21. Super. Bravo. Du coup, après, il y avait tout un point sur RGPD, mais je vais le passer pour raison de temps. On appréciera l'humour. Et juste après, donc on vient définir les problématiques de données, quel type de données on va, quel est le risque qu'on va avoir autour de cette donnée-là sur notre API. Et ensuite, il y a la notion du nom. Comment on va appeler cette API-là, comment on va appeler ce service-là. Alors vous le savez tous, là, il y a deux choses qui sont compliquées en informatique. C'est ce qu'on appelle l'invalidation du cache et nommer les choses. Et là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est nommer l'API. Alors l'API, on pourrait très bien l'appeler UPS, ou RCPU, ou Ghostbusters, ou Thanos Service. Et là, peut-être que Thanos Service, pour les plus geeks d'entre nous, on peut imaginer que ça va faire du Chaos Monkey sur notre infrastructure. Mais c'est pas très transparent. Alors que si notre service, on l'appelle User Preference, à la fois des personnes techniques et non techniques vont comprendre à quoi ça sert ce service, c'est quoi sa responsabilité, c'est quoi son rôle. Et donc là, il y a un principe qui est assez fondamental, qui est que le nommage doit être ennuyeux. Le nommage doit être descriptif, non ambigu, il doit être transparent. Et grâce à ça, en fait, alors ça, ce principe-là, il ne s'applique pas du tout que aux API, en fait, ça s'applique à l'ensemble de tout ce qu'on fait en informatique. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le bouquin Clean Code. Le Clean Code, il a un chapitre entier là-dessus, mais en fait, ça peut se résumer à ce principe-là. Le nommage doit être ennuyeux. Nos classes, nos fonctions, nos modules, nos packages, notre API, nos clusters, etc. Ça doit être ennuyeux. Donc ça, c'est voilà la manière dont on va nommer notre API. Puis ensuite, on va commencer le développement. Qui a déjà entendu parler de ce qu'était un IAM ? Ok. Donc pour les autres, un IAM, en fait, ça gère trois choses. Au sein d'un système d'information, ça gère l'authentification et l'identification, l'autorisation et l'audit. Alors il y a plein de solutions qui existent pour gérer cette brique-là, cette brique d'authentification. Elle doit être unique au sein d'un système d'information, parce que notre modèle de sécurité en dépend. Et d'ailleurs, si on regarde un système d'information, en quoi c'est... quelles sont les différentes strates qu'on a dans un système d'information. On a d'abord toute la première partie qui est la première couche, qui est la partie physique, donc genre mes serveurs, mon réseau, mon câblage. Et puis ensuite on a toute la partie logique, donc c'est là on va retrouver les machines virtuelles, la gestion du réseau logique, et on va avoir à cet endroit-là notre brique d'identification. Donc c'est une brique qui est cœur de système d'information, c'est très bas dans les couches, c'est pas du tout un applicatif qui se trouve avec nos autres applicatifs. Et après, pour les entreprises qui ont un niveau de maturité plus élevé, on va avoir aussi du billing. Donc, comme ça, on peut mesurer pour chaque équipe qu'est-ce qu'elle consomme en termes de ressources chez nous. Et bien entendu, la brique de monitoring qui est totalement transverse à l'ensemble du système d'information. Puis par-dessus, on va avoir tout un aspect catalogue. Donc là, on va pouvoir avoir des bases de données managées. On va avoir des bases donc ça peut être du clé-valeur, de l'object storage, etc., du messaging. Et enfin, on va avoir nos équipes qui reposent sur ce socle-là que l'on fournit. Donc à la fin, en fait, l'entreprise va être une plateforme sur laquelle reposent les équipes. Tout ce qu'on voit sur cette partie-là, c'est l'entreprise et les équipes sont dessus. La responsabilité du système d'information, c'est de fournir les outils nécessaires pour que les équipes au-dessus soient autonomes et aient un time to market agressif. Et pour revenir sur la partie IAM, comment ça marche ? Donc en haut à droite, on a notre API qu'on a développé dans notre langage favori. Donc ça pouvait être un langage d'il y a 20 ans, de maintenant ou ça sera encore valide dans 20 ans. Et à chaque fois qu'un des clients fait une requête sur notre API, là on va voir un filtre, un middleware, un intercepteur qui va être dans notre langage favori et qui va transférer les informations directement à l'IAM. Ce que va faire l'IAM, c'est qu'il va regarder est-ce que la requête a été authentifiée, est-ce que la clé d'authentification est valide, et il va aussi évaluer les permissions, les autorisations, et enregistrer le résultat de ce choix dans ce qu'on appelle l'audit.
Ce qui fait que vous avez un seul point dans votre système d'information où vous voyez qui a fait quoi et quand, est-ce qu'il a eu l'autorisation ou pas. Ça nous évite de rester aveugle sur ce qui se passe en production. Il y a plusieurs outils qui permettent d'avoir cette approche-là. Donc on a Keycloak. Keycloak, c'est open source, c'est soutenu par Red Hat, c'est développé en Java. Keycloak ici. Merci. Et puis, on a des alternatives comme Google Cloud Identity et Amazon Cognito. Donc eux, c'est plutôt directement disponible dans ces plateformes SaaS, dans ces plateformes cloud. Et là, l'intérêt de Keycloak, c'est que vous pouvez aussi l'héberger chez vous. Alors la première chose quand on présente ça, c'est qu'on nous dit mais moi mon applicatif, actuellement mes API elles sont pas authentifiées et j'ai juste un firewall et ça se passe très bien. Ça on l'entend très souvent. Donc ça c'est ce qu'on appelle le modèle de sécurité par périmètre. Ça remonte aux années 90. Ça consiste en quoi? Vous avez votre système d'information, c'est un château fort. Vous avez un pont-levis. Dans le château fort, c'est là où vous avez toutes vos applications, toutes vos API. Il n'y a pas d'authentification. Et on se dit, de toute façon, nos utilisateurs et les méchants pirates vont passer par le pont-levis, donc c'est là où je vais mettre tous mes gardes, mes WAF et compagnie. Donc ça, c'est la mentalité qu'on a eue dans les années 90, c'est le périmètre, la sécurité par périmètre. 10 ans plus tard, on a eu ce qu'on appelle les SaaS, donc les fameux logiciels en ligne, où en fait les délimitations de notre château fort, les murailles de notre château fort commencent à disparaître, puisqu'on va avoir des employés qui vont utiliser des services qui se trouvent en dehors du système d'information. Et puis d'ailleurs, on va commencer aussi à avoir les employés qui ne veulent plus rester au sein de l'entreprise, mais qui vont vouloir aussi se déplacer. Donc on a besoin de mettre en place des VPN. Et qu'est-ce qu'un VPN, si ce n'est qu'en fait une sorte de gros tuyau qui passe par le pont-levis. Donc là, vous sentez venir la fin. C'est qu'en tant qu'attaquant, je vais plutôt vouloir attaquer le poste de l'employé qui a activé son VPN. Et là, c'est Disneyland. J'ai accès à l'ensemble des API sans authentification et je peux faire ce que je veux. Je passe sur la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne vit plus dans les années 90, que le mode qu'on appelait le mode le mode Trusted Network, où toutes mes API, je vais taper dessus en direct sans avoir besoin de m'authentifier, c'est terminé. Et qu'on est déjà maintenant dans ce qu'on appelle le Untrusted Network. Je ne dois faire confiance à aucune autre brique de mon système d'information. Alors ça, c'était assez complexe à mettre en place il y a encore quelques années, mais on a maintenant on a des outils qui nous permettent que ça devienne une commodité. Donc j'ai parlé de Keycloak, mais il y a aussi des couches, par exemple pour ceux qui font du Kubernetes, avec Istio. Istio, ils font la promotion de ce qu'on appelle le Application Segmentation, donc du Zero Trust, et c'est exactement ça en fait. Chaque appel que je vais faire doit être authentifié. Donc ça, c'était toute la partie authentification, autorisation de notre API. Puis, on n'a même pas encore fait la première ligne de code, qu'il faut déjà prévoir les évolutions qui vont avoir lieu. Donc on doit mettre en place du versionning. On verra après ce qui se passe quand on ne met pas en place du versionning. On doit mettre en place du versionning et aussi mettre à jour un changelog. Donc qui ici n'a jamais entendu parler de semantic versionning? Ok, 3 personnes. Donc semantic versionning, en fait, c'est une sorte de standard. C'est devenu un standard qui a été très poussé côté web, mais qu'on retrouve maintenant de plus en plus sur le côté back, et qui permet de définir comment on va versionner son programme. Donc si je passe d'une version 2 à une version 3, je sais que je vais avoir des breaking change, je vais avoir une compatibilité non descendante, et donc que je vais avoir des problèmes. Et ça, c'est bien d'avoir ça parce qu'on parle tous le même langage, en fait, la même façon de versionner. Et puis il y a aussi après ce qu'on appelle le conventional commits. Donc ça, en fait, peu importe mon logiciel pour gérer le versionning de mon code source, avec les conventional commits, mes noms de commits vont avoir un certain format qui va me permettre d'automatiquement générer le changelog. Alors c'est un changelog qui est généré pour des utilisateurs techniques, c'est pas forcément pour l'utilisateur final, mais c'est quand même très intéressant. Revenons sur le versionning d'API. Donc là c'est une petite slide qui est orientée sur la partie HTTP, mais si vous regardez ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça s'applique sur n'importe quoi, n'importe quelle API autre que HTTP. Ça marche sur d'autres formats. Donc on a GitHub qui respecte le format, qui respecte au mieux ce qu'on a en HTTP, qui nous permet de versionner, c'est qu'on va passer par le header accept. Mais on a d'autres versions pour d'autres protocoles. Par exemple, on peut utiliser le sous-domaine, et ça marche. Ou alors on peut utiliser le pass. Donc là, quand on fait du HTTP, donc on remarquera que Twitter, entre sa version 1 et sa version 1.1, eux, ils n'avaient par exemple pas anticipé les évolutions. Et puis, il y a sans doute des personnes qui font aussi du versionning avec de la query string. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais pourquoi pas. Et enfin, on a Stripe. Alors Stripe, c'est un peu... Ils ont enfin résolu le sujet depuis des années du versionning d'API. Qui a déjà eu besoin de maintenir plusieurs versions de son API en production? Donc on sait que c'est pas très marrant, c'est pour ça que les gens sourient.
Donc Stripe, en fait, ils ont résolu le sujet. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on déploie en production une version 2 et puis une version 3, et on maintient la version 2 et la version 3. Et si on a des mises à jour à faire sur la version 3, parfois on va même devoir aussi faire une mise à jour sur la version 2. Et on maintient 2 fois notre API en production. Donc c'est assez lourd, et plus on a de versions à maintenir, plus c'est lourd. Ici on a un client, donc chez Stripe, c'est uniquement la dernière version de l'API qui est en production. Et le client va faire sa requête authentifiée sur Stripe. Il va envoyer cette requête-là à l'IAM, puis l'IAM va va authentifier la requête, voir si la clé est bonne ou pas, et retourner l'information au client, à l'API. Et là, on va avoir quelque chose de particulier qui se produit chez Stripe et qu'on ne voit pas ailleurs. C'est que l'API Stripe, elle va avoir une sorte de storage, de state, où elle va dire, ok, bah, ce client qui vient de me faire la requête, en quelle version il est. C'est-à-dire que ce n'est pas le client qui a dit, lui, il a simplement fait une requête au format V2, sur une API qui est au format V3. Et là, juste avant de la traiter, ce que va faire l'API de Stripe, c'est qu'il va demander, mais ce client-là, quelle est la version qui l'intéresse. Donc là, par exemple, sa base de données, il retourne version 2. Et là, ils vont faire quelque chose de très malin, qui est équivalent à ce qu'on retrouve sur les migrations de bases de données. C'est qu'ils vont faire des migrations du format de la requête, de la version 2, vers la version 3. Donc ils vont changer peut-être le pass, les headers, le body. Ensuite, ils vont exécuter la requête dans leur handler qui se trouve en version 3. Et enfin, ils vont faire des migrations de la réponse de la version 3 vers la version 2. Ce qui fait qu'actuellement, Stripe, on peut continuer à taper dessus sur une version d'API qui remonte à 2012. Ils ont fait plein de breaking entre-temps, et ça continue de fonctionner. Et donc mon client va recevoir sa réponse au format V2, alors qu'il a fait sa requête au format V2, mais sur une API au format V3. Donc là, vous vous dites, j'ai inventé tout ça, après tout, pourquoi pas. En fait, ils ont fait un article en 2017 où ils expliquent comment ça marche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, les liens sont à chaque fois disponibles sur les slides, mais ce qu'on voit, c'est qu'avec du code, ils vont décrire les évolutions de leur API. Et avec ça, ils sont même capables de générer le changelog et la documentation, ce qui est vraiment super cool. Un autre point qui est important dès qu'on développe une API, c'est de gérer la compatibilité descendante. Donc une API, c'est Application Programming Interface. Un interface, il y a une notion forte de contrat. Et donc il va falloir qu'on teste des contrats. Là, tout de suite, on se dit, ok, je suis parti pour écrire du code pour tester mon API. Eh bien, on va voir comment ça marche chez chez Twitter. Twitter, ils ont publié en open source il y a au moins 3 ans un outil qui s'appelle Diffie et qui permet de tester la non-régression d'une API sans code. Comment ça marche ? Imaginez que Twitter copie les requêtes qui sont faites sur son API en production et l'envoie sur Diffie qui est ici un proxy. Ce que va faire Diffie, c'est qu'il va pas dupliquer mais tripliquer cette requête et l'envoyer sur ma nouvelle version d'API que je souhaite déployer en production, mais aussi sur 2 fois mon API qui tourne actuellement en production. Donc là, on est sur un environnement de staging, de pré-production. Et ce que va faire Diffie, c'est qu'il va comparer les résultats, les réponses de la version 1.0 et enlever, par exemple, s'il y a des timestamps qui sont retournés, ça c'est du bruit. Donc il va enlever le bruit. Puis, il va aussi comparer la réponse de l'API en format V1.0 et la réponse au format V1.1. Et là, on va voir s'il y a des champs qui ont été ajoutés, modifiés, supprimés, ou s'il y a des types de données qui ont changé. Et donc, automatiquement, on va pouvoir remonter au développeur, l'outil a détecté ça, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est une régression ? Après, bien sûr, il y a l'approche classique qui consiste à mettre mon back-end dans un état que je connais, puis ensuite faire une requête sur mon API, une requête que je connais, et vérifier si ma réponse est celle que j'attends. Bon, ça, c'est le cas classique. Et ça marche peu importe la technologie qu'on utilise. D'autres choses viennent ensuite dès qu'on va vouloir mettre en place son API. Donc ça, normalement, c'est censé être la base. Et un framework à date est censé nous permettre de mettre en place tout ça. 90% de ce qu'on fait, c'est des API de CRUD. On est encore dans l'ère de l'informatisation on est encore dans l'ère de l'informatisation des processus humains. Et c'est encore là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'on gère que de la donnée à 90% du temps. Donc on doit pouvoir paginer dessus, faire de la recherche, ordonner la donnée, filtrer la donnée, sélectionner des champs qui nous intéressent, ou alors faire du field expansion, donc ce qu'on retrouve aussi sur GraphQL, mais qui existait bien avant. Bon là je rentre pas là dans le détail parce qu'il y a toute une présentation qui avait été faite là-dessus. Par contre je vais faire un point de focus sur la partie pagination. On entend très souvent le fait de dire « mais la pagination, c'est pas grave, je la ferai plus tard ». Alors il y a certains qui sourient parce qu'ils ont compris le ON au bout.
En fait, ne pas faire la pagination maintenant, c'est ne pas respecter le troisième principe fondamental en informatique, qui est de tout limiter dans l'espace. Enfin, je pense être celui-là, de tout limiter dans l'espace et dans le temps. Si on ne respecte pas ce principe-là, peu importe ce qu'on fait, peu importe dans le domaine métier dans lequel on est, on va avoir des problèmes. Murphy va tout de suite s'appliquer. Ne pas gérer la pagination, ça veut dire que je peux demander à un service externe de me retourner une donnée qui ne va pas être limitée. Et forcément, on voit tout de suite que ça va poser des problèmes. Ça peut être des problèmes de bande passante, ça peut être des problèmes d'accès de requêtes sur la base de données, etc., etc. Et en fait, la question qu'il faut se poser quand on entend ça, ah non, mais la pagination, je le ferai plus tard, c'est est-ce que j'ai atteint le niveau de maturité pour implémenter la pagination et je la mets à un seul endroit de mon système et tout ce qui est des collections utilise cette modélisation-là, cette abstraction-là. Et beaucoup de frameworks offrent déjà ça. Spring, notamment, fait ce genre de choses très bien. Si je réimplémente la pagination pour chacune de mes ressources, bah là, en fait, non, j'ai perdu. Après, il y a d'autres choses. Donc ça, on va le retrouver un peu partout. C'est un autre modèle de sécurité, ce qu'on appelle la sécurité par obscurité. C'est clairement pas le meilleur modèle pour protéger son API. Mais en fait, ça consiste simplement à dire on va enlever des indices. On va pas dire quelle est la version de Nginx qu'on utilise ou de Apache, parce qu'il suffit après d'aller voir les CVE et puis on peut s'amuser, ou ce genre de choses. Et il y a un point assez intéressant qui avant n'était pas du tout standard, mais qu'on voit se démocratiser de plus en plus. Qui a déjà entendu parler ici de multitenant? Le multitenant, on va prendre un exemple. Et mettons qu'on doit développer l'API de Paris Web. Donc ici, je suis dans mon environnement de développement, j'ai une API, j'ai une base de données, et je vais connecter bien sûr cette API-là à un IAM qui va me gérer l'authentification et les autorisations sur cette API-là. Donc je connecte dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IAM m'a fourni des clés d'authentification que je vais mettre dans mon programme. Et puis je vais rajouter une contrainte qui va être que pour chaque talk des intervenants, on souhaite avoir ces derniers tweets. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Twitter, sur developers.twitter.com, et puis on va créer une app chez Twitter qui va s'appeler par exemple TalksDev, qui va me donner des clés d'authentification. Avec ces clés d'authentification-là, je vais les mettre dans mon API. Et puis, je vais faire mes tests, j'écris mes tests unitaires et mes tests d'intégration, ça marche, je suis content. Je passe en staging, donc en pré-production. Pareil, je me connecte à l'IAM. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que je me dis, mais ah oui, en fait, je ne vais pas utiliser la même API, la même app Twitter, je vais en créer une autre. Parce que je veux limiter, je veux que mes environnements soient autonomes. Donc, je vais créer une nouvelle app qui va s'appeler Talks Staging, avec d'autres clés. Ce qui fait que si en développement je me fais rate limiter ou bloquer mon app Twitter de dev, ça va pas impacter ma pré-production de mon staging. Donc je suis content. Je fais mes tests, tout se passe bien, j'arrive en production, là on déconne plus, je me connecte sur l'IAM de production. Et de la même manière, je vais pas vouloir utiliser mon app Twitter de staging. Donc je vais en créer une autre chez Twitter qui va s'appeler Talks Production, qui va me donner d'autres tokens. Je vais les mettre dans mon API. Et là on pourrait s'arrêter là et se dire que tout se passe bien. En fait, il y a peut-être un petit problème, c'est que si on regarde de plus près, ce qu'on voit, c'est que on se connecte sur la production de Twitter, peu importe où nous on se trouve dans notre environnement. Par contre, sur IAM, ceux qui gèrent l'IAM au sein de mon entreprise, eh bien, je me connecte sur l'environnement de staging. C'est bizarre quand même. En fait, tout comme en programmation, on sait très bien qu'il y a une notion de public et de privé. On a la même chose sur les environnements en informatique. La production, c'est le seul environnement public dans une entreprise. Tous les autres environnements, staging, cal, intégration, cal, etc., développement, formation, tout ça, c'est des environnements privés. Ils sont locaux à une équipe et jamais on ne devrait y accéder de l'extérieur. Du coup, en fait, cette partie-là, staging et dev qui se connectent sur l'IAM de staging, c'est pas une bonne chose. Alors, comment je peux faire pour... là, ici, l'intérêt de ces apps-là chez Twitter, c'est qu'elles me permettent de dissocier mes données, les données que je vais créer avec. Est-ce que je peux faire la même chose avec un IAM? Bah ouais. La bonne nouvelle, en fait, c'est que sur l'IAM, on a ce qu'on appelle des royaumes. Donc un royaume, je vais faire un royaume de dev, un royaume de staging et un royaume de production. Et ça va isoler mes utilisateurs, mes applications, mes droits d'accès, etc. Et donc je suis dans l'IAM de production de mon entreprise. Et je peux créer autant de royaumes que je souhaite. Parce que l'IAM de staging et de dev, c'est local à cette équipe-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tomber staging, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est leur problème. La seule chose qu'ils doivent maintenir, c'est la production. Et donc finalement, on arrive à un principe qui est
extrêmement important d'un point de vue organisationnel et autonomie des équipes, c'est ce que les équipes pointent sur la production des autres. Et donc là, du coup, la question qui va se poser ensuite, c'est oui, mais moi, dans mon API ici de Talks, en production, j'ai pas géré cette notion, j'ai pas de royaume, moi, j'ai pas de notion d'app. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va devoir définir au niveau du design, de l'architecture de notre API, une notion soit de workspace, d'organisation, d'app, ou de royaume, ou de site web, qui va permettre aux autres équipes de créer des données de manière isolée sur mon app, sur mon API. Et ainsi permettre, alors ce qui est très intéressant avec ça, c'est que même l'entreprise, après, n'est qu'un consommateur de l'API parmi d'autres, et elle peut monétiser ça à d'autres entreprises. Parce qu'en fait, je peux faire un autre royaume ou une autre app sur mon API. Ce qui fait que dès qu'on développe l'API, par exemple l'API de Paris Web, une fois qu'elle est développée, elle est valide pour Paris Web, mais ils peuvent la commercialiser aussi ou la partager pour d'autres conférences. Du coup, comme le dit très bien Morpheus, l'entreprise devient une plateforme et tout ce qui va être créé au sein de cette plateforme-là peut être vendu. Et l'entreprise n'est qu'un utilisateur de cette plateforme. Et pour ça, il faut utiliser aussi l'IAM, parce que c'est ce qui va me permettre de gérer les accès sur mon API. Alors deux questions qui viennent tout de suite dès qu'on présente ça. Comment je fais mes tests end-to-end et mes tests système et comment j'exécute mes tests de performance? Alors, le temps passe, à ce que je vois. Sur la partie test système, test end-to-end, en fait, ce qu'il faut mémoriser, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette isolation-là, tout se passe bien. Et c'est pas un problème de pouvoir créer des données bidons. Au contraire, en fait, c'est bien mieux que de faire des bouchons. Sur la partie performance, la question qu'il faut se poser, c'est parce qu'on va se dire, mais je vais faire des tests de perf, parfois sur des dépendances qui sont elles aussi en production. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on les aurait fait autrement? Est-ce qu'ils auraient eu lieu, ces tests de perf-là? Ou est-ce qu'il faut que j'attende qu'un script qui s'amuse avec des lambdas tape sur mon API de production et lui fasse un test de perf sur ma prod? Ça marche à l'échelle. On a Suzanne Fowler qui a fait un super petit bouquin de son retour d'expérience chez Uber avec 1200 ingénieurs et c'est exactement ce qu'ils ont mis en place. Mais ça marche à d'autres endroits. Toujours dans le deuxième principe qui est de tout limiter dans l'espace et dans le temps, l'impact que ça va avoir sur notre API, c'est de dire qu'à chaque fois que notre API fait des appels externes à travers le réseau, je vais vouloir mettre en place des timeouts. Par exemple, si je fais un appel sur une base de données, dans l'appel de ma base dans ma transaction, je vais utiliser statement timeout pour dire si ma transaction prend plus de X secondes ou millisecondes à s'exécuter, la base de données arrête. Donc ça, avec PostgreSQL, ça marche très bien. Et on n'entend plus jamais parler de la base de données qui est en train d'exécuter une query qui prend du temps. Pareil pour les appels sur d'autres API, je vais vouloir mettre en place des timeouts. Si je mets en place des timeouts, je vais avoir une gestion des erreurs. Parce que du coup, je vais avoir une exception ou une erreur qui va m'être retournée quand le timeout est atteint. Parce qu'il peut y avoir un stagiaire peut s'être pris les pieds dans les câbles réseau, ce genre de choses. Et donc du coup, je vais vouloir gérer explicitement qu'est-ce qui se passe quand j'arrive pas à atteindre un service distant. Donc là, on a la mise en place de ce qu'on appelle les retries, des essais. Ou alors, les circuit breakers, version courte, c'est quel est mon plan B. Si cette API-là n'est pas dispo, quel est mon plan B. Bon, bien sûr, il y a la mise en place de tests, de post-deploy tests. Une fois que j'ai déployé mon API, je vais aussi vouloir exécuter une série de tests qui va valider qu'en production, ça tourne toujours, sinon je vais rollback. Et après, on a ce qu'on appelle les smoke tests. On pourra revenir dessus après pour ceux que ça intéresse. Et puis, toujours dans cette notion de tout limiter dans l'espace et dans le temps, vouloir mettre en place du rate limiting, ou aussi vouloir limiter les accès concurrents qui peuvent être faits sur mon serveur. Toujours dans limiter dans l'espace et dans le temps, les quotas. Alors là, les quotas, ce qu'on voit, c'est que c'est pas encore quelque chose qu'on peut mettre en place facilement dans peu importe la taille de l'entreprise. Il faut s'appeler Amazon, Google ou une grosse banque française pour pouvoir mettre en place des quotas facilement. Parce que c'est des briques qui ne sont pas encore dans la commodité. Mais ce qu'on observe, c'est que tout ce qu'on fait sur ces grands majors-là arrive 10 à 15 ans après dans le grand public. Donc du coup, les quotas, c'est vraiment quelque chose de toute façon qui doit arriver chez nous. Et puis mon API, une fois que j'ai mis en place mes SLO, mes SLA, je vais aussi vouloir mettre en place de l'alerting. Alors l'alerting, c'est très bien, mais encore faut-il, avec l'alerte, décrire quoi faire une fois qu'on a reçu cette alerte-là. Parce que celui qui a défini l'alerte n'est pas forcément celui qui va la recevoir, et celui qui va devoir la traiter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les runbooks. Alors les runbooks, je vous passe la slide d'avant, mais en fait, si vous allez voir sur GitLab, ils ont open sourcé toute leur gestion des incidents. Et en fait, à chaque fois qu'une alerte est déclenchée chez eux, vous avez, pour tel type d'alerte, vous savez ce qu'il faut faire.
Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un niveau de... Parce qu'une API, en production, il va falloir la suivre. Et donc, il va falloir s'assurer qu'elle continue à fonctionner. Donc, s'il y a des alertes qui sont déclenchées, je vais vouloir que la personne qui reçoit l'alerte puisse être autonome pour traiter l'incident. Ensuite, on a aussi la génération de la documentation, des SDK, des clients. On va vouloir tester cette documentation-là. Donc là, du coup, le standard sur de l'API REST, ça va être du OpenAPI Swagger. Puis après, GraphQL, il embarque déjà beaucoup de choses. Je ne vais pas re-rentrer là-dedans. Mais si vous voulez voir comment on peut, juste en définissant une API, en générant le Swagger à partir de cette API-là, générer une soixantaine de clients, plus la documentation, plus, etc., etc. Il y a cette présentation-là qui détaille ça. Une autre approche, c'est directement de faire l'inverse. Je vais écrire une documentation de mon API, et c'est cette documentation-là qui va me permettre de tester mon API. Donc ça, c'est ce que fait Dread, notamment. Et puis bien sûr, je vais avoir aussi dans mon cycle logiciel, je vais vouloir rendre ce qu'on appelle la feedback loop la plus courte possible. Donc là, du coup, on a différentes... quand on regarde l'évolution qu'on a eue un peu dans la manière de déployer des API, on a d'abord la première approche qui est le restart deployment. Le restart deployment, bon, c'était simplement, je restart. Je déploie, je restart et ça marche. Ensuite, on a le blue-green deployment. Qui a déjà entendu parler du blue-green? Okay. Le blue-green deployment, je déploie mon API. J'ai mon API qui tourne ici. Je déploie mon API. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elle est déployée, je vais rediriger l'intégralité du trafic sur ma nouvelle plateforme. Donc en fait, c'est du restart deployment déguisé. C'est juste qu'on limite le temps d'indisponibilité. Et enfin, depuis les années 2000, on a vu apparaître les PaaS, et puis maintenant, beaucoup plus récemment, les CaaS, les Container as a Service, et les PaaS, les Platform as a Service. Et là, le modèle a changé. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle du rolling update, c'est-à-dire qu'à un instant T, je vais changer différentes versions de mon API. Et donc, à un instant T, je vais avoir ma version 1 et ma version 1.1 qui tournent en parallèle, et qui reçoivent des requêtes. Et donc là, c'est très important d'être backward compatible. C'est pas quelque chose d'anodin. Et le meilleur qu'on connaisse actuellement pour déployer une API, c'est la totale, ce qu'on appelle le Dark Launch. Le Dark Launch, c'est je prends du trafic de production, notamment avec un outil open source qui s'appelle GoReplay, et je réplique ce trafic-là sur un environnement, par exemple une pré-production. Et je regarde comment ça se comporte. Donc ça me permet de vraiment avoir des indices sur est-ce que c'est viable ce que je m'apprête à envoyer en production. Ensuite, on a ce qu'on appelle le canarying. Donc ça vient des canaries qu'on envoyait dans les mines pour voir, voilà. Je vois que ça hoche, donc c'est bon. Et le canarying, du coup, ça consiste à dire, je vais envoyer ma nouvelle version en production, mais je vais lui envoyer par exemple que 1% du trafic. Et puis si elle réagit bien, donc là il y a besoin d'avoir de la méthodologie, du suivi, eh bien je vais lui envoyer de plus en plus de trafic. Et à la fin, elle va recevoir 100% de trafic et je vais pouvoir enlever mon ancienne version. Et quand le déploiement se fait via du rolling update. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que maintenant c'est devenu une commodité de faire ça. On a du GoReplay, on a une couche qui est sur Kubernetes qui s'appelle Istio, puis on a d'autres outils comme Waveflagger qui fait ça très bien. Et une fois que je suis en production, eh bien, je vais toujours avoir des problématiques financières. Je vais devoir aussi suivre qu'est-ce qu'elle consomme. Parce que si j'ai fait une API dans un langage X avec un framework Y et sur une grosse infrastructure, et en fait je m'aperçois que ça coûte 50% de mon budget d'infra, alors qu'elle ne m'apporte pas forcément de valeur ajoutée, il faut peut-être que je me pose les bonnes questions. Donc j'ai besoin aussi de suivre, une fois que c'est en production, quel est le ROI de mon API. Il y a plein d'autres points de contrôle. Là on a fait juste un extrait, on en a passé pas mal. Si vous voulez en avoir plus, et comme il va nous rester du temps pour les questions, vous pouvez aller en haut à droite sur Get No Bullshit et vous allez pouvoir récupérer cette checklist qui sera toujours à jour. Merci.